Le 3 juillet 2024, lors d'un live stream réunissant Kai Cenat et MrBeast, la diffusion a commencé comme beaucoup de rencontres décontractées entre créateurs, remplies de blagues, de discussions légères et de promotion d'une nouvelle saveur de barre chocolatée. À première vue, rien ne semblait inhabituel, mais en arrière-plan, une énorme pile de feux d'artifice était entassée contre le mur, laissant discrètement entendre que quelque chose de bien plus dangereux pourrait se produire. L'installation n'était pas aléatoire. L'année précédente, les membres de Lamp House, le collectif de contenu auquel appartient Kai Cenat, avaient organisé une prétendue guerre de feux d'artifice à l'intérieur de leur propre maison pendant les célébrations de la fête de l'indépendance. Cette précédente mise en scène avait déjà suscité des inquiétudes concernant un comportement imprudent, des risques pour la sécurité et la pression croissante sur les streamers pour repousser les limites du divertissement. Avant ce stream, des fans avaient remarqué des allusions subtiles, laissant penser qu'un autre spectacle pyrotechnique pourrait avoir lieu, ce qui alimentait l'attente tout en augmentant le malaise des spectateurs qui se souvenaient du chaos de la dernière fois. Moins d'une heure après le début du live stream, l'atmosphère changea. Un autre membre de l'AMP, Davis Dodds, entra dans la pièce et indiqua clairement son intention d'allumer des feux d'artifice à l'intérieur. Son ton mêlait humour et menace, mais le danger derrière ses paroles semblait réel. MrBeast, reconnaissant le risque, quitta la pièce presque immédiatement. Kai Cenat tenta d'arrêter Davis et eut même une altercation avec lui, sans succès. Davis finit par allumer les feux d'artifice, laissant la caméra derrière lui tandis que la situation dégénérait. En quelques secondes, la pièce se remplit de fumée, d'éclairs lumineux et du claquement sec des explosions. L'écran fut envahi d'un épais brouillard blanc et les spectateurs pouvaient à peine distinguer ce qui se passait. Alors que le bruit résonnait dans toute la maison, le live stream se termina peu après, coupant la scène avant que le public ne puisse comprendre pleinement les conséquences. Pour les spectateurs en direct, l'expérience fut choquante. Beaucoup réagirent avec peur, incrédulité et frustration, se demandant comment un live stream destiné au divertissement avait pu soudainement se transformer en risque d'incendie dangereux. Certains s'inquiétèrent pour la sécurité des personnes présentes, tandis que d'autres critiquèrent le choix de privilégier le spectacle plutôt que la responsabilité. L'incident devint rapidement partie d'une discussion plus large sur la culture du streaming, en particulier sur la manière dont les créateurs se sentent parfois poussés à intensifier leur cascade pour rester pertinents, devenir viraux ou maintenir l'attention du public. Dans le monde du live, l'imprévisibilité est souvent considérée comme une force, mais des moments comme celui-ci révélèrent le côté sombre de cet attrait. Lorsque les créateurs recherchent des réactions plus fortes, des moments plus bruyants et des images plus choquantes, la frontière entre divertissement ludique et danger réel peut s'effacer. Les feux d'artifice, les farces et les défis risqués peuvent attirer des clics, mais ils peuvent aussi entraîner de véritables conséquences qui dépassent l'écran. L'incident des feux d'artifice de Kai Cenat devint un autre exemple de la manière dont la culture du live stream peut encourager les créateurs à repousser les limites sans pleinement considérer les risques. Il déclencha des débats sur la responsabilité, le rôle des plateformes, et la question de savoir si les influenceurs devraient subir des sanctions plus strictes lorsque des cascades dangereuses sont diffusées devant des millions de personnes. Même si personne ne fut gravement blessé lors de cet événement, de nombreux spectateurs soulignèrent que l'issue aurait pu être bien pire si la situation avait encore davantage dégénéré. Et même si ce live stream ne causa aucune mort, il servit de rappel troublant que le danger réel peut surgir en quelques secondes lorsque les caméras tournent. Ce qui avait commencé comme une diffusion décontractée se transforma en scène chaotique, qui laissa le public s'interroger sur jusqu'où les créateurs devraient aller pour attirer l'attention. Lors d'une journée calme au Japon, un streamer connu en ligne sous le nom de Daisuke se connecta pour ce qui devait être une diffusion ordinaire. Le live commença comme beaucoup d'autres. Gameplay détendu, discussions légères et le confort familier d'une communauté regardant depuis le monde entier. Rien ne laissait penser que ce moment deviendrait bientôt l'un des incidents les plus alarmants de l'histoire du live stream. Pendant la diffusion, Daisuke décida de faire une courte pause dans le jeu. Il prévoyait d'allumer une cigarette à la caméra, choisissant de montrer un briquet à huile décoratif qu'il venait d'acheter. Le moment se voulait banal, presque une petite démonstration personnelle pour les spectateurs déjà présents. Il versa du carburant dans le briquet, ajusta ses pièces et passa plusieurs minutes à essayer de l'allumer. Au début,
Cela ressemblait simplement à un retard sans importance, les spectateurs pensant probablement que l'essai réussirait ou se terminerait discrètement. Au lieu de cela, environ 4 minutes après le début de la démonstration, la situation dégénéra de manière inattendue. Le briquet s'enflamma d'une façon bien plus intense que prévu. Surpris, Daisuke le laissa tomber au sol. Au lieu d'étouffer rapidement la flamme ou d'utiliser un outil de sécurité, il réagit dans la précipitation, prenant une série de décisions paniquées qui aggravèrent la situation. Des papiers et matériaux proches prirent feu, et en quelques instants, une petite flamme devint un incendie se propageant rapidement. Le livestream continua de tout capturer en temps réel, y compris son inquiétude grandissante et la progression rapide du feu. Au lieu de quitter calmement la pièce ou de contacter immédiatement les secours, il tenta de gérer la situation lui-même. Il jeta des objets sur les flammes pour tenter de les contrôler, mais ses actions ne firent qu'alimenter davantage l'incendie. Les spectateurs virent la fumée envahir l'espace et l'environnement passer d'un simple setup de gaming à une scène de catastrophe en cours. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante était le lieu. Il ne s'agissait pas d'un espace de travail isolé, ni d'un studio en sous-sol. L'incendie se déclara au 2e étage d'une maison familiale partagée. Daisuke y vivait avec ses parents âgés, son père à la fin de la soixantaine et sa mère au début de la soixantaine 10. Le danger croissant dépassait donc le streamer lui-même, mettant des membres vulnérables de sa famille en péril, tandis que le feu continuait de se propager. À mesure que le live avançait, l'atmosphère passa du divertissement à l'inquiétude. Les spectateurs en ligne comprirent que rien n'était mis en scène, ni exagéré. C'était une véritable urgence, avec de vraies conséquences sous les yeux de milliers de personnes. La situation montra à quelle vitesse un moment anodin peut devenir une menace sérieuse pour la sécurité, surtout avec des matériaux inflammables, un espace intérieur fermé et un manque de préparation. L'incident déclencha également un débat plus large sur la responsabilité en live stream. Contrairement au contenu préenregistré, le direct supprime le filet de sécurité du montage, ce qui signifie que les spectateurs voient les événements exactement tels qu'ils se produisent. Si cela peut créer de l'authenticité et de l'excitation, cela peut aussi exposer le public à des dangers réels inattendus. Dans ce cas, une diffusion de jeux ordinaires devint un avertissement sur la sécurité incendie, les décisions impulsives et les risques de traiter des objets potentiellement dangereux. Comme un divertissement. Au-delà de la défaillance technique du briquet, de nombreux critiques soulignèrent ensuite que le véritable problème était la négligence. Aucun extincteur visible à proximité, aucun plan de sécurité clair et aucune réaction structurée immédiate lorsque les choses commencèrent à mal tourner. Ce qui aurait pu être un incident rapidement maîtrisé se transforma en grave urgence domestique, en grande partie à cause de réactions tardives et d'un mauvais jugement sous pression. Cet incident de live stream reste un exemple frappant de la collision entre espace numérique et risque du monde réel. Une session de jeu destinée à divertir se transforma en rappel effrayant que les lives ne sont pas seulement des performances, ce sont des fenêtres ouvertes sur des environnements réels, où les erreurs peuvent avoir de lourdes conséquences. Il demeure aujourd'hui l'un des moments les plus troublants jamais capturés lors d'une diffusion en direct, non pas parce qu'il était scénarisé, mais parce qu'il était douloureusement réel. Lors d'une émission télévisée en direct, les présentateurs Juan Fernandez et Sarah Donchi annonçaient calmement les titres du jour lorsque le studio se mit soudainement à trembler. Au début, le mouvement semblait subtil, presque comme une simple vibration passagère, mais en quelques instants il devint bien plus alarmant. Alors que les caméras continuaient de tourner, les deux présentateurs tentèrent de rester composés, gardant un ton professionnel malgré les secousses de plus en plus fortes sous leurs pieds. Sarah fut la première à reconnaître à l'antenne ce qui se passait, expliquant qu'ils ressentèrent des secousses perceptibles. Juan confirma rapidement son inquiétude, affirmant que cela ressemblait à un puissant tremblement de terre. Leurs voix, auparavant stables et maîtrisées, laissèrent peu à peu transparaître des signes de peur et d'incertitude, tandis que les secousses persistaient. Ce qui avait commencé comme une diffusion ordinaire se transforma instantanément en une urgence en temps réel, se déroulant en direct devant les téléspectateurs de toute la région. Alors que les tremblements continuaient, les présentateurs commencèrent à s'inquiéter pour leur sécurité et pour la stabilité de leur environnement.
ils évoquèrent la possibilité que des objets tombent dans le studio, reconnaissant ouvertement le risque d'effondrement d'équipements ou d'éléments du décor. À un moment donné, ils parlèrent même de la nécessité de se mettre à l'abri si les secousses s'aggravaient, montrant que même des professionnels des médias entraînés devaient concilier leur devoir de rester à l'antenne avec leur instinct de se protéger. This is a very strong earthquake. 8:21 here on the air. We're experiencing very strong shaking. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after this. Wow. Pour les téléspectateurs en direct, le moment fut profondément troublant. Au lieu d'un segment d'information soigné ou d'un reportage préparé, le public fut soudain plongé dans un véritable instant de peur et d'incertitude. Les présentateurs n'étaient plus de simples narrateurs décrivant une crise à distance. Ils étaient devenus des participants à l'événement en cours. Leurs réactions paraissaient brutes, humaines et sans filtre, rendant l'expérience bien plus intense que n'importe quelle séquence de catastrophe montée. Contrairement à une couverture d'actualité préenregistrée, il n'y avait aucun délai, aucune possibilité de couper, ni d'atténuer l'impact. Chaque seconde des secousses était vécue en temps réel, autant par les présentateurs que par le public. L'incertitude quant à la durée du séisme, à la sécurité du bâtiment et à ce qui pourrait suivre, créa une tension persistante même après la fin des tremblements. Bien que personne n'ait été blessé dans le studio, la diffusion devint un puissant rappel de la rapidité avec laquelle un média en direct peut passer d'un programme contrôlé à une situation à haut risque. Elle mit en évidence la nature imprévisible du direct, où des événements inattendus peuvent instantanément transformer le ton et l'orientation d'une émission. À cet instant, le journalisme et la survie se rejoignirent, transformant un studio d'information en première ligne d'une catastrophe naturelle. La diffusion du séisme devint un exemple imprévu mais inoubliable de la manière dont les plateformes en direct peuvent documenter les crises au moment même où elles surviennent, préservant des réactions humaines authentiques pour que le monde entier en soit témoin. Mais si les catastrophes naturelles apportaient peur et imprévisibilité aux lives et aux diffusions en direct, tous les moments horrifiants ne provenaient pas des forces de la nature. Certains des incidents les plus perturbants impliquaient des confrontations délibérées, des conflits réels et des choix humains se déroulant sous les yeux de milliers de spectateurs, transformant les plateformes en direct en scènes de chaos encore plus inquiétantes qu'un tremblement de terre. En juin 2014, alors que la majeure partie de la ville était calme, Nikki Elise, aussi connue sous le nom de Sajaden, faisait quelque chose qu'elle avait probablement déjà fait des centaines de fois, assise devant son ordinateur, en direct sur Twitch, jouant à un jeu de combat en ligne et parlant avec ses spectateurs. C'était le genre de stream qui paraît inoffensif et familier. La caméra cadrée sur son bureau, le chat défilant rapidement, le monde extérieur réduit à un simple bruit de fond. À cet instant, le live n'était pas une question de danger, mais de communauté, de compétition et du simple confort d'être en ligne avec des personnes présentes, soir après soir. Puis un bruit fort retentit dans une autre pièce. Au début, cela ressemblait à un bruit normal d'appartement. Un choc, un coup sourd, quelque chose que l'on suppose être une porte qui bouge ou un objet qui tombe, mais ce son avait du poids, le genre qui serre l'estomac avant même que l'esprit ne comprenne pourquoi. Nikki et son petit ami réagirent comme la plupart des gens l'auraient ni fait. Ils essayèrent de comprendre ce que c'était. Cette décision, vérifiée plutôt qu'ignorée, les entraîna dans une situation que personne ne s'attend à rencontrer dans sa propre maison. Actually, I don't have space for it. Oh, what the hell? You don't have a TP. TP back home. What are you doing? TP. TP. Please TP. Let's get boots. Quand Nikki regarda dans l'autre pièce, la réalité la frappa d'un coup. 2 intrus armés se trouvaient dans son appartement. Ce qui suivit n'avait rien de cinématographique. C'était rapide, confus et terrifiant. D'une manière que les lives capturent rarement. Les suspects tinrent Nikki et son petit ami en joue et leur ordonnèrent de se mettre face contre terre sur le sol. Dans cette position, on ne pense ni au courage ni à des mouvements malins. On pense à respirer silencieusement, à ne pas faire de gestes brusques, à ne donner à personne une raison de paniquer. Une seule erreur peut transformer une mauvaise situation en quelque chose de pire. Et il le savait. L'un des intrus, arme à la main,
entra dans la pièce de streaming de Nikki. Il s'attendait probablement à une chambre ou un bureau ordinaire, peut-être un ordinateur portable, peut-être quelques objets de valeur faciles à emporter rapidement. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la webcam. Elle était toujours en direct, toujours en train de diffuser, montrant au monde exactement ce qui se passait, en temps réel. C'est ce qu'il y a d'étrange avec les lives. Ils ne clignent pas des yeux. Ils ne détournent pas le regard. Pendant que Nikki et son petit ami étaient forcés de rester au sol, des inconnus partout sur Internet devinrent soudain témoins. Les spectateurs pouvaient voir une personne armée se déplacer dans la pièce, entendre la tension et les voix, sentir le danger même à travers un flux instable. Dans le chat, l'ambiance changea instantanément, passant des blagues et du gameplay à l'incrédulité et à la peur, car ce n'était pas un jeu de rôle. C'était une véritable intrusion à domicile, qui se déroulait en direct. Et puis quelque chose de rare arriva. Le public ne se contenta pas de regarder, il agit. Une vague de joueurs inquiets commença à contacter la police, signalant ce qu'ils pensaient être un vol à main armée en cours. La plupart des spectateurs ne connaissaient pas Nikki personnellement, et beaucoup ignoraient probablement son adresse exacte, mais ils savaient suffisamment que le temps comptait. Ils passèrent des appels, envoyèrent des messages, et continuèrent à faire circuler l'information jusqu'à ce qu'elle atteigne le bon endroit. Pour une fois, Internet ne resta pas figé. Il se mobilisa. La police arriva et encercla l'appartement. Ce détail à lui seul change complètement la tonalité émotionnelle de l'histoire. Car lorsque vous êtes coincé au sol avec des intrus armés, vous ne savez pas si de l'aide arrive. Chaque seconde s'étire. Chaque bruit dans le couloir peut signifier n'importe quoi. Mais dehors, les agents se rapprochaient, parce que des personnes regardant à des kilomètres avaient refusé de ne rien faire. Quand la police intervint, elle arrêta un suspect. L'autre réussit à s'enfuir, emportant apparemment des armes et des objets de valeur avec lui. Même avec une personne arrêtée, les conséquences n'auraient pas semblé nettes ni terminées. Nikki et son petit ami restaient avec le choc, le désordre, la violation d'avoir vu des étrangers forcer l'entrée de leur domicile, et la vérité inconfortable que le second suspect était toujours en liberté. Plus tard, Nikki et son petit ami parlèrent publiquement de ce qui s'était passé, expliquant que leurs amis en ligne, grâce à leur rapidité de réaction, leur avaient peut-être sauvé la vie. Cette phrase frappe fort, car elle inverse le scénario habituel. On considère souvent les communautés en ligne comme bruyantes ou superficielles. Mais à ce moment-là, la communauté a fonctionné comme un système d'alarme. Une webcam est devenue une preuve. Un chat est devenu un réseau. Un stream de jeu est devenu un signal d'urgence. C'est aussi pourquoi cet incident reste dans l'histoire du live stream comme quelque chose de véritablement glaçant, non pas parce que c'était mis en scène, non pas parce que c'était exagéré, mais parce qu'il a montré à quelle vitesse la vie ordinaire peut basculer dans le danger et comment la seule chose entre la panique et le secours était une caméra restée allumée et des inconnus qui ont choisi de considérer une streameuse comme une vraie personne digne d'être protégée. L'ambiance du livestream commença normalement. Des gens étaient assis, de la nourriture était servie et l'atmosphère était détendue. C'est le genre de contenu que les spectateurs apprécient souvent parce qu'il paraît ordinaire, comme si l'on passait du temps avec quelqu'un en temps réel. Mais les livestreams publics ont un problème caché. Lorsque votre localisation est connue, la frontière entre public et passant disparaît. N'importe qui peut entrer dans le cadre, et tout le monde n'a pas de bonnes intentions. À un moment donné, un enfant entra dans le restaurant, tenant quelque chose qui paraissait immédiatement déplacé, un extincteur. Dans la plupart des contextes, cet objet n'apparaît que fixé au mur en cas d'urgence. Dans la salle d'un restaurant, transporté par une personne inconnue, il annonce une chose, des ennuis. Avant que le groupe ne puisse vraiment réagir, l'enfant commença à l'actionner, pulvérisant la poudre dans tout l'établissement. Même sans rien montrer de graphique, on peut imaginer à quel point la scène devient instantanément stressante. La poudre d'extincteur n'est pas faite pour être inhalée, ni pour entrer en contact avec les yeux. Elle trouble l'air, recouvre les vêtements, colle aux cheveux et envahit tables, nourriture, sacs et appareils électroniques. C'est salissant, irritant
et effrayant, surtout parce que les personnes présentes ne savent pas immédiatement s'il s'agit d'une blague, d'un véritable incendie à proximité ou de quelque chose de plus grave. Un restaurant est aussi un espace confiné, donc il suffit de peu pour que toute la pièce soit submergée. Ice Poseidon et ses amis se retirèrent à l'extérieur, non pas pour créer du spectacle mais parce que s'éloigner est l'instinct le plus sûr lorsque l'air devient irrespirable et la visibilité chute. Pendant ce temps, tous les autres clients durent prendre la même décision. Le personnel devait protéger les clients devaient sortir rapidement, et soudain, un repas normal se transforma en évacuation précipitée. Ice Poseidon fut également très agacé par cet incident. La police arriva peu après, réagissant comme on l'espère face à une véritable perturbation pouvant blesser des personnes et endommager des biens. L'enfant fut interpellé et la situation passa du chaos au contrôle. Mais l'impact demeura. La diffusion, censée être un contenu léger, s'était transformée en incident de sécurité publique, avec évacuation et intervention des forces de l'ordre, ce qui rend ce moment si troublant dans l'histoire du livestream n'est pas l'objet lui-même, mais ce qu'il représente. C'est un exemple parfait de la culture du stream sniping, poussé trop loin, quelqu'un qui cherche à s'incruster dans une diffusion en direct pour attirer l'attention, faire rire ou gagner une reconnaissance en ligne. L'enfant n'avait pas besoin d'une arme pour provoquer la panique. Il a utilisé quelque chose censé protéger les gens pour en faire un outil de perturbation. C'est ce renversement qui le rend si dérangeant. Cela souligne aussi le piège de la célébrité en temps réel. Lorsqu'un créateur devient connu pour des moments imprévisibles, certains spectateurs essaient de les provoquer eux-mêmes, passant de simples salutations à des actes imprudents. Dans ce sens, le livestream devient un appât, non pas parce que le streamer le demande, mais parce que la visibilité l'attire. Une minute vous dînez tranquillement, la suivante vous toussez dans la rue pendant que la police gère une scène qui n'aurait jamais dû arriver. Voilà pourquoi cet incident marque les esprits. Il montre à quelle vitesse la vie normale peut être détournée. Lorsque quelqu'un décide que le monde réel n'est qu'un contenu et que tous les autres ne sont que des figurants dans sa blague. Dans un live stream, la caméra ne se contente pas d'enregistrer le chaos, parfois elle l'attire. Le livestream commença comme une rencontre décontractée à Melbourne, avec la personnalité internet américaine Paul Denino, largement connu en ligne sous le nom d'Ice Poseidon, passant du temps avec des amis dans un espace public le long de Southgate Avenue. Le groupe incluait également le streamer Sam Pepper, et l'ambiance paraissait au départ détendue, conversationnelle et joueuse, le genre de contenu quotidien auquel les spectateurs s'étaient habitués avec les créateurs diffusant leur vie en temps réel. Alors qu'ils discutaient tranquillement à l'air libre, une personne masquée portant un sweat à capuche noire s'approcha discrètement par derrière. L'individu se fondit suffisamment dans l'arrière-plan pour éviter d'attirer immédiatement l'attention, profitant de la concentration du groupe sur la conversation et la caméra. Les spectateurs en direct n'eurent aucun avertissement de ce qui allait se produire, pas plus que les personnes à l'écran. Sans provocation apparente, l'inconnu pulvérisa soudainement une substance directement au visage de Denino. Le moment fut brutal et choquant, transformant en quelques secondes un live détendu en scène de confusion et de panique. Denino réagit immédiatement, surpris et visiblement souffrant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer tout en luttant contre l'irritation soudaine dans son œil. L'agresseur prit immédiatement la fuite, poussant Denino et ses amis à le poursuivre. Le livestream captura la poursuite chaotique, avec une caméra tremblante, des voix élevées et l'adrénaline guidant les réactions de chacun. Ce qui n'était auparavant qu'un divertissement léger devint une confrontation réelle tendue sous les yeux de milliers de spectateurs. Le groupe finit par rattraper le suspect, qui s'avéra être un adolescent. Sam Pepper le maîtrisa pendant que Denino exigeait de savoir ce qui avait été projeté sur son visage. L'équipe, semblant dépassée et effrayée, s'excusa et affirma qu'il s'agissait de spray au poivre. Malgré cela, le mal était déjà fait. Denino restait bouleversé, ses émotions oscillant entre colère, choc et inquiétude quant à d'éventuels effets durables de la substance. Tout au long de l'incident, il lutta contre la douleur à l'œil, exprimant sa peur qu'il puisse s'agir de quelque chose de plus dangereux, tandis que son langage dans les images brutes restait intense. L'émotion sous-jacente était compréhensible. Il tentait de donner un sens à une expérience effrayante survenue sans avertissement,
dans un lieu public, alors qu'il diffusait en direct au monde entier. Finalement, Denino tenta de rincer son œil à l'eau pour apaiser la brûlure. Le livestream continua de documenter les conséquences, montrant les retombées émotionnelles tandis qu'il essayait de se calmer et de récupérer du choc. Plus tard, des policiers arrivèrent et lui prodiguèrent les premiers soins, soulignant encore qu'il ne s'agissait pas d'un drame mis en scène, mais d'un incident réel aux conséquences bien concrètes. Les autorités confirmèrent ensuite que le suspect était un adolescent de 16 ans originaire de Port Melbourne. Il fut arrêté en lien avec l'attaque, puis relâché en attendant la suite de l'enquête. Au-delà de l'événement immédiat, cet incident relança le débat sur les risques du livestream en public. Les créateurs diffusent souvent depuis des espaces ouverts où les interactions avec des inconnus peuvent être imprévisibles. Si les lives offrent authenticité et proximité, ils exposent aussi à des dangers réels, incluant harcèlement, farce et, dans des cas extrêmes, agression physique. L'événement montra aussi à quelle vitesse une diffusion en ligne peut passer du divertissement à l'urgence. Aucun script, aucun filet de sécurité, aucune possibilité de couper à temps. Tout se déroula en direct, laissant le public assister à la réalité brute d'une attaque soudaine. Pour beaucoup, le plus troublant n'était pas seulement l'acte lui-même, mais sa facilité. Une journée normale, une conversation banale et un livestream ordinaire devinrent en quelques secondes un moment terrifiant, simplement parce que quelqu'un décida de profiter de la situation. Dans le contexte plus large de l'histoire des lives, ce moment reste un rappel glaçant que derrière chaque écran se trouve une personne réelle, dans un environnement réel, où la notoriété numérique peut parfois attirer une attention dangereuse et indésirable. On aurait presque dit que la malchance poursuivait Ice Poseidon partout, puisqu'il allait aussi être la victime de l'incident horrifiant suivant. Une querelle en livestream entre AMP et les Clover Boys s'est intensifiée après que Duke Dennis a saisi une chaîne appartenant à Rakai, déclenchant immédiatement des réactions négatives de la part des fans et d'autres créateurs. Ce qui ressemblait d'abord à de simples plaisanteries en ligne s'est rapidement transformé en conflit réel, alimenté par la fierté, la loyauté et la pression de se produire devant un public en direct. Au fil du livestream, les tensions montèrent progressivement. Des supporters des deux camps envahirent le chat avec des messages enflammés, encourageant la confrontation, tandis que d'autres appelaient au calme. La situation atteignit un point critique lorsque Tyler se rendit seul à Lamp House, déterminé à récupérer la chaîne et à défendre la réputation de son ami. Son arrivée fit passer l'atmosphère d'un drame en ligne à une confrontation physique imprévisible. En quelques minutes, la rencontre devint physique. Les spectateurs en direct assistèrent à une véritable altercation en temps réel. Le livestream captura des voix élevées, des gestes agressifs et la transition soudaine du divertissement vers un conflit réel. Contrairement aux clips viraux montés, ce moment n'était pas filtré, ne laissant aucune possibilité d'adoucir ou de réinterpréter ce que les spectateurs voyaient. Le public dut faire face à la réalité, ce qui avait commencé comme du contenu avait franchi la limite du danger réel. Tyler réussit à récupérer la chaîne auprès de Duke et la rendit à Rakai, qui répondit en lançant des insultes à Duke. Les réactions sur les réseaux sociaux affluèrent presque immédiatement, et les opinions furent profondément divisées. Certains fans félicitèrent Tyler, qualifiant ses actions d'audacieuses, loyales et courageuses, estimant qu'il avait défendu son ami et refusé de laisser le manque de respect sans réponse. D'autres virent la situation très différemment, critiquant la confrontation comme imprudente et inutile. Beaucoup exprimèrent leur inquiétude quant à l'influence que de tels conflits en direct pourraient avoir sur les jeunes spectateurs qui assistaient au drame en temps réel. L'un des aspects les plus controversés de l'incident concernait l'âge de Rakai. Des spectateurs soulignèrent que Rakai n'avait que 16 ans, tandis que Duke Dennis était nettement plus âgé, soulevant des questions de responsabilité, de maturité et de rapport de pouvoir. Les critiques affirmèrent qu'impliquer un mineur, même indirectement, dans un conflit aussi public était inapproprié et potentiellement dangereux. Les partisans, au contraire, insistèrent sur le fait que la situation était exagérée et présentée de manière injuste. À mesure que l'extrait circulait en ligne, les spéculations augmentèrent.
certains spectateurs pensaient que la bagarre semblait mise en scène, affirmant qu'elle pouvait avoir été exagérée ou orchestrée pour les vues, l'engagement ou la viralité. D'autres rejetèrent totalement cette idée, estimant que les émotions et réactions paraissaient trop brutes et imprévisibles pour être scénarisées. Cette division reflétait une tendance plus large dans la culture des influenceurs, où le public peine souvent à distinguer un conflit authentique d'un drame performatif conçu pour générer des clics. L'incident mit en évidence la manière dont le livestream a transformé les disputes personnelles en spectacles publics. Les rivalités d'influenceurs, autrefois limitées aux conversations privées ou aux publications sur les réseaux sociaux, se déroulent désormais devant un public, créant un environnement où le conflit peut être encouragé, amplifié et monétisé. Pour certains créateurs, la tension et la controverse stimulent l'engagement, faisant du drame réel une stratégie de contenu potentiel plutôt qu'un élément à éviter. En même temps, des moments comme celui-ci révèlent le côté sombre de cette culture guidée par l'attention. Lorsque les créateurs ressentent la pression de rester pertinents, d'intensifier les scénarios ou de répondre aux attentes du public, ils peuvent prendre des risques qui brouillent les limites éthiques. Ce qui aurait pu être réglé en privé devint au contraire une confrontation publique, conservée de façon permanente par les enregistrements de livestream et les repartages viraux. Cette confrontation devint un exemple clair de la manière dont le drame en direct peut brouiller la frontière entre divertissement scénarisé et risque réel. Elle démontra à quelle vitesse une rivalité en ligne peut se transformer en confrontation réelle lorsque les caméras tournent et que les réputations semblent en jeu. Le 6 janvier 2016, le joueur professionnel Jakub Cygulski, largement connu en ligne sous le nom de Jeto Lotar, diffusait en direct une partie de Hearthstone, concentrée sur la stratégie, le timing et le rythme habituel du jeu compétitif. Pour les spectateurs, cela ressemblait à une session normale. Sa posture était stable, son attention fixée sur l'écran, et le live conservait le ton familier de concentration et de commentaires calmes que les fans de jeux de cartes apprécient. Puis quelque chose changea. D'abord subtilement, de petits mouvements, une légère hésitation, une expression différente qu'on aurait facilement pu confondre avec de la frustration après un tour difficile. Mais en quelques instants, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une réaction au jeu. Son corps commença à tressaillir d'une manière qui ne correspondait pas au déroulement de la partie. Ses mains tremblaient, sa posture se raidissait, et sa concentration sur l'écran semblait disparaître, remplacée par une confusion visible. Les spectateurs en direct remarquèrent que quelque chose n'allait pas avant même de comprendre quoi exactement. Jakub paraissait désorienté, luttant pour garder le contrôle comme si le monde autour de lui perdait sa netteté. Il souffrait d'hallucinations et de visions floues, puis la situation s'aggrava rapidement. Son corps se raidit davantage et il s'effondra au sol, incapable de rester assis ou de continuer le stream d'une quelconque manière. Pour les spectateurs, ce fut un passage brutal d'une diffusion de jeux calmes à une urgence médicale soudaine se déroulant en temps réel. Contrairement à un drame mis en scène ou à des réactions exagérées, ce moment paraissait brut, imprévisible et profondément humain. Pas de musique dramatique, pas d'avertissement, pas de préparation scénarisée. Juste une vraie personne subissant une crise de santé grave devant un public impuissant, ne pouvant qu'observer et espérer qu'il aille bien. Peu après sa chute, sa femme entra dans la pièce. Voyant son état, elle agit immédiatement, comprenant qu'il ne s'agissait pas de quelque chose à ignorer ou attendre. Elle appela les secours et une ambulance fut envoyée pour lui fournir des soins urgents. Cette réaction joua probablement un rôle essentiel pour éviter que la situation ne devienne plus dangereuse. Le livestream captura ainsi non seulement une session de jeu, mais aussi un rappel inattendu que les créateurs de contenu ne sont pas des personnages ni des avatars. Ce sont des personnes avec de vrais corps, de vraies limites et de vraies vulnérabilités. Pour beaucoup de spectateurs, c'était la première fois qu'ils assistaient en direct à un malaise médical, sans filtre, montage ni contexte, pour en atténuer l'impact. Ce qui rend cet incident particulièrement marquant dans l'histoire des livestreams, c'est la rapidité avec laquelle la normalité a disparu. Un instant, Jakub disputait une partie de cartes numériques.
L'instant suivant, il faisait face à une urgence médicale potentiellement grave. Cela brisa l'illusion que les live streams sont toujours des environnements contrôlés. Heureusement, Jakub se rétablit et ne fit plus de crise après cet incident. Sa santé se stabilisa et il put reprendre sa carrière et sa communauté. À long terme, l'issue fut positive, mais le souvenir de ce live reste présent pour ceux qui y ont assisté. Il y eut aussi une ironie discrète dans la façon dont les fans évoquèrent ensuite ce moment. D'un côté, le soulagement qu'il ait survécu et récupéré, de l'autre, une remarque plus légère, qu'il avait perdu la partie de Hearthstone. Un rappel de la manière dont la culture gaming utilise parfois l'humour pour faire face à des expériences tendues ou effrayantes. Malgré tout, l'humour n'efface pas le malaise d'avoir vu la santé de quelqu'un défaillir soudainement devant la caméra. À Jacksonville, en Floride, Lovid Walker diffusait un sermon en direct sur Facebook Live lorsqu'un moment ordinaire de foi se transforma soudainement en une urgence terrifiante bien réelle. Tandis qu'elle parlait calmement aux spectateurs de spiritualité et de persévérance, rien ne laissait présager un danger imminent. Le live semblait paisible, réfléchi et axé sur l'encouragement, jusqu'à ce que le bruit de coups de feu brise brutalement l'atmosphère. Au début, les détonations au loin paraissaient confuses et difficiles à identifier, mais en quelques instants la situation s'aggrava. Une rafale de tirs provenant d'une altercation dans la rue à l'extérieur de sa maison éclata, et des balles commencèrent à traverser les murs de son habitation. Des fragments de cloisons sèches se dispersèrent dans la pièce, provoquant panique et incertitude. Lorsque le danger devint impossible à ignorer, Walker se jeta immédiatement au sol, tentant instinctivement de se protéger, tandis que le livestream continuait de diffuser le chaos en temps réel. Pour les spectateurs en direct, l'expérience fut profondément troublante. Ce qui avait commencé comme un sermon paisible devint soudain une confrontation brute et non filtrée avec une violence réelle. Il n'y eut aucun avertissement, aucune transition et aucune barrière de sécurité entre le public et le danger en cours. Le livestream captura la peur, la confusion et la vulnérabilité d'une manière qu'aucune vidéo montée n'aurait pu reproduire, plaçant les spectateurs directement au cœur de l'instant. Alors que les tirs continuaient à l'extérieur, Walker resta au sol, attendant que la menace passe. La tension persista durant la diffusion, les spectateurs se demandant si elle était saine et sauve et si les coups de feu allaient continuer. Lorsque le bruit cessa enfin, elle se releva lentement dans le champ de la caméra, visiblement secouée mais déterminée à ne pas laisser cet événement la réduire au silence. Au lieu d'interrompre le live stream, Walker choisit de continuer à parler. Elle s'adressa aux spectateurs avec émotion et conviction, interprétant sa survie sous un angle spirituel. Elle décrivit l'expérience comme une protection divine, exprimant sa croyance que la foi l'avait protégée de tout mal. Selon ses paroles, la peur ne l'empêcherait pas de prêcher ni de partager son message. Même après avoir échappé de peu à une blessure, sa réaction suscita de fortes réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup exprimèrent leur choc face au danger qu'elle avait affronté, tandis que d'autres louèrent son sang-froid et sa résilience sous pression. Certains admirèrent sa foi inébranlable, qualifiant sa force d'inspirante, tandis que d'autres exprimèrent leur inquiétude quant au traumatisme de vivre un tel moment en direct. L'incident devint rapidement un sujet de discussion, les gens débattant de la sagesse de continuer à diffuser après une expérience aussi effrayante. Au-delà de son histoire personnelle, le livestream mit en lumière une réalité plus large du monde moderne. Le direct est souvent associé au divertissement, au gaming ou aux conversations informelles, mais des moments comme celui-ci montrent à quel point il peut facilement devenir un outil de documentation de crises réelles. Walker n'avait pas l'intention de filmer la violence ou le danger. Pourtant, son live devint l'enregistrement d'une situation mettant sa vie en danger, survenue sans avertissement. L'incident souligna également comment la violence dans l'espace public peut s'infiltrer jusque dans les foyers privés, transformant des lieux ordinaires en scènes de peur. Un quartier calme, un salon et un message religieux furent soudainement interrompus par un conflit de rue, illustrant l'imprévisibilité du danger réel. Grâce au livestream, cette imprévisibilité fut instantanément partagée avec un public bien au-delà du voisinage immédiat.
l'expérience de Lovid Walker rejoignit une collection croissante d'incidents filmés en direct, capturant violence, peur et survie au moment même où ils se produisent. Elle montra comment le livestream peut préserver des instants trop réels, trop soudains et trop personnels pour la sphère publique, mais pourtant impossibles à ignorer. Et aussi choquant que fut cet événement, il devint vite clair que la violence de rue continuerait d'apparaître dans l'histoire des diffusions en direct. Dans le monde de la culture musicale et des diffusions de quartier, d'autres créateurs allaient eux aussi se retrouver à filmer des moments dangereux en direct, transformant des streams ordinaires en témoignages glaçants de conflits bien réels. Tard dans la nuit du 1er octobre 2015, un live qui avait commencé comme un simple contenu de gaming se transforma soudainement en preuve d'un crime réel. Vers 23h30, le streamer était chez lui lorsque la police arriva suite à une plainte pour nuisance sonore. Ce qui suivit dégénéra rapidement en une interaction tendue qui allait plus tard lancer un débat sur les droits individuels, la vie privée et le pouvoir des images issues d'un live. Les agents lui demandèrent de s'identifier lors de la visite. Il expliqua qu'il était prêt à baisser le bruit et à coopérer pour garder la situation calme, mais qu'il ne pensait pas être légalement obligé de donner son nom à l'intérieur de son propre domicile, surtout puisqu'il estimait n'avoir enfreint aucune loi. Le désaccord portait sur un règlement municipal local plutôt que sur une accusation criminelle grave, mais la situation s'intensifia tout de même. Malgré ses tentatives pour expliquer sa position, il fut expulsé de sa résidence et placé en état d'arrestation. Il fut emmené menotté, laissant son appartement non sécurisé. L'arrestation elle-même était déjà stressante et controversée, mais ce qui se produisit ensuite rendit la nuit encore plus troublante. Moins d'une minute après qu'on l'eut escorté dehors, son voisin, identifié comme Benjamin Michael Frostad, entra dans l'appartement. La porte avait été laissée déverrouillée après le départ de la police et le voisin entra sans permission. Non seulement il entra une fois, mais il revint une seconde fois, profitant de l'espace vide et de l'absence soudaine de son occupant. Lors de ces intrusions non autorisées, plusieurs effets personnels furent emportés. Parmi les objets volés se trouvaient un casque gaming, une paire de Nike Air Jordan, un chalumeau au propane, une montre, un portefeuille et un téléphone portable. Ce n'étaient pas de simples bricoles, c'étaient des biens personnels liés à la vie quotidienne, aux communications et à l'installation de travail du streamer, rendant le vol à la fois intrusif et calculé. Ce que le voisin ignorait probablement, c'est que le live était toujours actif. La caméra continuait d'enregistrer, capturant ses déplacements alors qu'il entrait et sortait de l'appartement. Les spectateurs, depuis leur propre maison, se retrouvèrent soudain témoins d'un cambriolage en cours en temps réel. Au lieu de considérer cela comme un divertissement ou une mise en scène, les modérateurs du stream prirent la situation au sérieux. Ils contactèrent les forces de l'ordre pour signaler ce qu'ils pensaient être une effraction en cours. Les images du livestream fournirent des horodatage, une confirmation visuelle et une preuve claire que quelqu'un était entré dans l'appartement et avait emporté des biens sans consentement. Grâce à cette réaction rapide, le suspect fut ensuite identifié, arrêté et inculpé pour des infractions criminelles liées au cambriolage. Les objets volés furent finalement rendus au streamer, apportant au moins une certaine conclusion aux pertes financières et personnelles subies cette nuit-là. Pourtant, l'incident laissa un impact plus profond que de simples objets manquants. Le streamer exprima sa frustration face à ce qu'il décrivit comme une arrestation injuste, affirmant qu'il continuait de se battre pour l'abandon des accusations initiales. Selon lui, toute la chaîne d'événements avait commencé par une situation qui aurait pu être résolue pacifiquement, mais qui avait finalement conduit à son arrestation et à la vulnérabilité de son domicile. Cette affaire devint un exemple frappant de la manière dont le livestream peut servir de témoin numérique inattendu. Ce qui avait commencé comme du contenu de jeu devint de la surveillance, une preuve, et finalement un élément clé pour tenir quelqu'un responsable. La caméra n'a pas seulement filmé du gameplay, elle a documenté un vrai crime, conservé la preuve et aidé les autorités à reconstituer exactement ce qui s'était passé. Dans l'histoire plus large du livestream, ce moment se distingue, car il montre à quel point la normalité quotidienne peut être fragile. Une nuit ordinaire,
une plainte pour bruit, un désaccord sur l'identification, et soudain, un live stream devient la seule raison pour laquelle un cambriolage est résolu. C'est un rappel qu'à l'ère de la diffusion permanente, la frontière entre contenu numérique et conséquences réelles peut disparaître en quelques secondes, et parfois, la caméra finit par protéger la personne qu'elle était censée simplement divertir.